Bonjour à tous. Donc, bienvenue dans cette deuxième partie des webinaires d'ostéopathie neurosensorielle. Je vous présente François-Xavier Grandjean, qui est kiné et ostéopathe en Belgique et qui pratique l'ostéopathie neurosensorielle, qui est formateur chez Connaissance et Évolution également, et qui va nous parler du plexus cervical. Je le laisse se présenter un petit peu et vous parler de ce fameux plexus cervical. Bonne conférence à tous. Voilà, bonsoir à tous. Tout d'abord, merci à Connaissance et Évolution et particulièrement à Philippe et Sylvie Villeneuve qui m'ont sollicité pour cette présentation, et puis à toi Thomas pour l'organisation de ces webinaires des 6 et des 20 juillet. Alors moi, je vais vous parler de l'intérêt des stimulations neurales manuelles dans le cadre de cervicocéphalalgie. Alors, je m'appelle FX Grandjean, de fait, je suis kiné au départ. Je pratique maintenant l'ostéopathie de manière exclusive depuis de nombreuses années, et je suis également posturologue et posturothérapeute. Alors, ces deux termes, ce n'est pas pour se mettre en marge par rapport à l'ostéopathie, bien loin de là, parce que les deux approches sont des approches globales, mais peut-être parce qu'en tant que posturologue et posturothérapeute, on va avoir une grille de lecture du patient qui va être légèrement différente. Et puis aussi parce qu'en tant que podologue posturothérapeute, on va peut-être s'adresser aussi à un type bien spécifique de patients que sont les patients fonctionnels douloureux chroniques. Je suis aussi maître assistant à la Haute École de la province de Liège où j'enseigne au kiné. Et puis, comme Thomas vous l'a dit, formateur chez Connaissance et Évolution. Alors, en tant qu'ostéopathe, je m'adresse essentiellement aux patients aigus, que ce soit cervicalgie aiguë, névralgie cervico-brachiale, lombalgie, lombosciatalgie, scapulalgie, enfin toutes ces pathologies que vous connaissez bien et qui font qui forment votre patientèle également. Et en tant que posturologue, voilà, on est plutôt sur le patient douloureux chronique qui a certaines spécificités que l'on va aborder ici. Et c'est vrai que ma présentation, elle est là pour introduire un petit peu le sujet, expliquer certains aspects. Après, je pense que ce sera intéressant d'échanger avec vous justement par rapport à ces questions que vous pourriez avoir par rapport à cette approche. Alors, depuis quelques années, je collabore également avec le Centre multidisciplinaire du traitement de la douleur chronique et des céphalées, situé à Liège, en Belgique. Et ce centre est constitué notamment du docteur Delphine Magis, qui est neurologue et spécialisé dans les céphalées et les migraines, et puis du docteur Dutilleux, qui est anesthésiste et qui est responsable du centre de la douleur. Et dans mes spécialisations, dans mes spécificités, je m'occupe beaucoup de la sphère crânio-cervico-faciale, et c'est pour ça que je vais vous parler de ce sujet aujourd'hui. Et donc, le but par cette présentation, c'est d'expliquer dans quelle mesure ces stimulations manuelles neurales peuvent être indiquées dans une consultation d'ostéopathie classique du patient aigu ou dans une consultation pour des douloureux chroniques. Alors, les stimulations manuelles neurales, c'est une technique innovante qui est en cours de validation et qui est en cohérence avec les dernières découvertes en neurosciences, notamment sur la neurophysiologie des capteurs sensoriels. On va en reparler un petit peu plus tard, mais de manière globale, les traitements neuro ne sont pas des techniques nouvelles puisque euh, entre 1840 et 1900, il y a eu différents auteurs qui ont décrit des techniques neurales comme Ling, donc, qui est le père fondateur de la kinésithérapie, Hazard, qui est un ostéo, Valex, que vous devez aussi connaître, qui décrivait notamment des points spécifiques d'émergence neurale sur lesquels ils exerçaient. Pour Valex, des pressions, pour Lassex, c'était plutôt des étirements. Et en fait, les techniques neurales étaient fort différentes de ce qu'on propose aujourd'hui. Mais l'idée était la même, c'est-à-dire c'était normaliser le nerf.
Et puis, dans la moitié du XXe siècle, on a eu les Néo-Zélandais, Australiens qui sont revenus, notamment Shacklock, avec les techniques neurodynamiques, qui restent des techniques très intéressantes en kinésithérapie, en réadaptation, mais qui sont aussi des techniques où on vient mettre en tension le nerf et le tissu neuroméningé. Ici, on va voir que les techniques, ça va être des stimulations manuelles neurales réflexes qu'on va utiliser. Alors, la sphère cervico-crânio-faciale est relativement complexe et l'intérêt de cette méthodologie de posturothérapie neurosensorielle, comme on l'envisage, dont on vous a parlé le 6 juillet, c'est qu'elle va permettre d'établir un arbre décisionnel et qui va nous guider sur où et quand traiter. Et ça, c'est important quand ce sont des systèmes de fonctionnement complexes. Je vais prendre l'exemple ici du plexus cervical, qui est une zone clé, que ce soit en ostéopathie ou en posturologie. Et j'ai réalisé, vous verrez, mes petites démos sur ma fille qui était confinée avec moi il y a 2-3 mois. Et vous verrez que malgré que ce n'était pas un sujet, ce n'est pas un patient symptomatique, que les tests que l'on va réaliser peuvent mettre en évidence pas mal de dysfonctions et être cohérent par rapport à cette approche un petit peu plus globale. Alors la sphère cervico-crânio-faciale, ben, elle présente de nombreuses intrications, qu'elles soient biomécaniques, parce qu'on sait qu'il va y avoir un retentissement, des déséquilibres de tension sur une chaîne complexe et très adaptative qui est notamment la chaîne hyoïdienne. S'il y a des tensions au niveau des muscles supra- ou infra-hyoïdiens, on va avoir une répercussion sur l'ATM, on peut avoir des répercussions sur la partie postérieure, donc c'est-à-dire cervicale haute, mais également des algies faciales, voire scapulaires. Et puis d'un point de vue anatomique, ben, il existe ce continuum neural qui est un petit peu oublié, parce que quand on décrit les branches du plexus cervical haut qui remontent au niveau de la partie postérieure du scalp et qu'on décrit également les branches trigéminées qui proviennent du sac 1, ben, on oublie en fait qu'il n'y a pas une barrière qui sépare ces branches-là, mais que l'on a un continuum et des anastomoses entre ces différentes branches. Sur les anciens atlas d'anatomie comme ici, bon, c'est relativement bien représenté, mais souvent dans les atlas d'anatomie plus récents ou plus simplifiés, eh ben, il manque un petit peu cette donnée, qu'en fait, les nerfs présentent de nombreuses de nombreuses anastomoses et qu'il va y avoir une diffusion de cette information. À partir du moment où on va avoir un nerf qui donne une information euh, euh, aphysiologique, si vous voulez, ben on peut avoir une répercussion sur différents systèmes. Si je prends par exemple une dysfonction que l'on aurait au niveau du segment C1, C2, ben cette dysfonction peut entraîner des symptomatologies à la base du crâne vers la région scapulaire, vers la région temporomandibulaire ou éventuellement vers l'avant et la chaîne iodienne, la déglutition et ce genre de choses. Donc ça, cette intrication, ben, elle complexifie le diagnostic et la méthodologie que l'on a va permettre, si vous voulez, de s'y retrouver mieux et surtout de pouvoir hiérarchiser la zone où on va aller traiter. Alors concernant le nerf, et ça, je pense on vous en a déjà parlé lors du webinaire précédent, mais le nerf, il possède son propre nocicepteur, qui est le nervi nervorum, et ce nervi nervorum est probablement un récepteur polymodal, mais en tout cas un nocicepteur. Et donc, s'il est irrité, que ce soit dans un traumatisme, lors d'un traumatisme, lors de sollicitations, lors de compensation, eh bien, il va modifier sa façon de fonctionner, il va diminuer son seuil d'excitation et entraîner une hypertonie des muscles qui en dépendent. Et donc, cette hypertonie ou ces hypertonies vont entraîner des perturbations dans le mouvement, micro ou macroscopiques, des compensations et de la douleur. Et donc, en tant qu'ostéo,
je me suis dit que si il y avait une information perturbée du nerf au niveau des muscles, ben, il était plus intéressant dans un premier temps d'aller d'abord essayer de normaliser ce nerf avant d'aller traiter le muscle ou l'articulation. Et encore une fois, ce n'est pas pour ça que les techniques que l'on a en ostéopathie ne sont pas efficaces, bien sûr, mais si le nerf est irrité et qu'on arrive à normaliser cette fonction du nerf, ben, on va déjà travailler en amont, ce qui va probablement potentialiser les autres techniques que l'on exécutera par la suite. Le but, c'est toujours se dire ben, qu'est-ce qui est le plus important à aller traiter d'abord pour pouvoir ensuite aller sur un autre niveau et comme ça progresser de manière relativement ordonnée. Alors, les stimulations manuelles réflexes que l'on réalise, elles vont se réaliser sur l'émergence d'un nerf. Alors, ces émergences de nerfs, dans ma collaboration avec le service des céphalées et des migraines surtout au départ, et on se rend compte que dans ces services-là, ça fait de nombreuses années qu'ils utilisent déjà des neurostimulateurs qui viennent stimuler des branches spécifiques. Alors la firme Céphaliste, une firme belle liégeoise qui est située à 500 mètres de mon cabinet, donc c'est vraiment très très proche, ce petit cocorico au passage, mais cette firme en fait a développé des neurostimulateurs pour venir stimuler, ben là on le voit sur les branches du 5.1, mais également sur les branches du plexus cervical postérieur. Le but étant de normaliser, de parasiter l'information du nerf qui est dysfonctionnelle et qui entraîne une symptomatologie. Et en fait, dans les traitements des patients céphaliques ou migraineux, on vient également souvent stimuler des branches du vague. Et pourtant, cette branche du vague n'est pas en lien direct avec les céphalées. Mais dans cette idée de continuum neural et d'intrication des différents systèmes et cette diffusion neurale, ben, ils ont remarqué de manière totalement euh, fortuite qu'en stimulant le nerf, on avait des améliorations au niveau des céphalées et des migraines. Et donc, ça s'utilise de manière régulière sans pour autant avoir un mécanisme qui est encore bien connu. Alors, si on revient sur ce plexus cervical et les branches postérieures de ce plexus cervical, on a globalement le grand nerf occipital, le petit nerf occipital, le nerf suboccipital, le grand nerf auriculaire et le troisième nerf occipital, donc des émergences C1 à C3. Dans cette approche que l'on décrit, ben, on va déterminer des territoires qui vont être spécifiques pour chaque branche nerveuse importante. Alors, comme je vous l'ai dit avant, ben, il y a une diffusion neurale, donc on se dit, ben, oui, finalement, tout est un peu mélangé, mais c'est vrai que pour chaque nerf, on a quand même une zone qui va être plus spécifique de cette branche neurale. Et donc, on décrit le territoire ici pour le grand nerf occipital, mais on va en décrire pour le petit nerf occipital, pour le nerf suboccipital, pour le grand nerf auriculaire, et puis pour le troisième nerf occipital, c'est lui qui va avoir par exemple 3 zones où lorsque ce nerf est irrité, on va retrouver des hypertonies au niveau de ces zones-là spécifiquement. Alors, par rapport à cette stimulation neurale, cette saturation neurale, on va avoir également des branches spécifiques, des émergences que l'on va venir chercher pour les différentes branches dont je viens de vous parler. Et donc, le but, ça va être d'avoir une main sensorielle qui va se placer sur le territoire du nerf en question et une main qui va être correctrice ou palpatoire ou stimulatrice, comme vous voulez, qui va venir contacter l'émergence du nerf et en fonction de la pression, on va voir si on modifie l'hypertonie des muscles qui en dépendent. Alors, par rapport à ce petit cas pratique que je vais vous exposer ici, donc je vous rappelle que c'est une patiente volontaire, non symptomatique, et puis j'y ai passé les aspects
par lesquels je commence évidemment toujours, que sont l'anamnèse et éventuellement d'autres tests pour éliminer red flags et autres choses. Mais par contre, quand ce sont des patients qui vont rentrer dans cette case patients fonctionnels chroniques, ou douloureux chroniques, ben, je vais commencer par ces tests-là. Et vous allez voir que ces tests que l'on vous a décrits, notamment le posturodynamique, ce sont des tests qui sont relativement globaux, mais qui vont permettre de voir la fonctionnalité du patient. Et donc, pour moi, les tests fonctionnels, ils sont importants. Il y a des tests qualitatifs, quantitatifs, mais ces tests fonctionnels vont rendre compte de la fonctionnalité du système et voir si le problème est localisé ou s'il est plus organisé de manière régionalisée ou globalisée. Alors, dans ce test, bon, je fais d'abord un petit check morphostatique par rapport à la position spécifique, ce n'est pas très, très intéressant. Et puis, le test posturodynamique au niveau cervical, ben, il va évaluer la fonctionnalité de la zone cervicale. Alors ici, je vais vous le remettre parce que vous voyez que quand on fait une inclinaison de la tête à gauche chez ce sujet, on n'a pas de rotation associée, on est dans un plan, mes mains servent juste de plan, c'est un test qui est actif, mais vous voyez que là à droite, il y a une rotation associée au niveau de l'inclinaison, et cette rotation associée signe en fait une perturbation de la fonction physiologique au niveau des cervicales. Au niveau des cervicales, il n'y a pas de rotation associée à l'inclinaison. Alors, c'est les lois de Frayette, on sait qu'elles ne sont pas tout à fait justes, évidemment, mais d'un point de vue fonctionnel, c'est aussi très compréhensible, puisque si on veut considérer que l'horizontalité du regard est une priorité, ben, la fixation et la conjugation entre les deux yeux va être beaucoup plus efficace lorsqu'on a une inclinaison pure plutôt que d'une inclinaison associée à une rotation. Par contre, au niveau dorsal et lombaire, on sait qu'il y a une rotation associée à l'inclinaison. Est-ce que c'est ce qu'on va tester ici? Alors, je me suis limité au côté dorsal pour la démonstration. Là, on a une rotation qui est associée, mais vous allez voir que de l'autre côté, elle incline et il n'y a pas du tout de rotation associée, voire même une rotation homolatérale. Un autre test, c'est le test de rotation de tête. Et donc là, je demande au sujet de suivre les doigts et de dire quand il ne voit plus, même s'il devine, c'est toujours bon. Alors là, chez elle, on était au niveau de sternoclaviculaire homolatéral. Et lorsqu'elle tourne la tête de l'autre côté, on va avoir, alors on ne le voit pas bien, désolé pour le cadrage, mais on est au niveau sternoclaviculaire hétérolatéral. Donc ça veut dire qu'elle tourne mieux à gauche qu'à droite. Et ça, c'est intéressant aussi parce que ça va être des petits tests qui vont permettre aux patients de se rendre compte qu'il y a des choses qui ont changé. Ensuite, je mets mon sujet assis et je vais faire des tests là qui vont avoir pour but d'envisager deux choses. Les différents segments cervicaux et voir si le patient se plaint de quelque chose. Alors, vous voyez qu'ici, malgré qu'au départ, elle ne se plaint de rien, lorsque je viens solliciter le rachis cervical haut, il va y avoir une symptomatologie qui s'inscrit du côté droit. Alors, lors de l'inclinaison, pareil, je lui demande si elle a une gêne, s'il y a une tension, s'il y a une douleur. Je note ça, le patient enregistre ce qu'il ressent. Bon, là, on a une petite rotation associée, on l'avait déjà vu tout à l'heure. Et puis alors, pour investiguer le rachis cervical bas, ben, on combine, comme vous connaissez, les extensions, rotation, inclinaison. Donc ces tests-là sont des tests un petit peu plus mécaniques qui n'ont rien de spécifique. Bon, évidemment, chez elle, elle est très souple, elle est jeune. Ce sera parfois un peu différent chez un patient plus âgé. Donc quand j'ai fait ça, en fait, je me suis rendu compte d'où se situait où se situait le problème, où se situait la symptomatologie du patient et dans quel mouvement. Je couche ensuite le patient sur le ventre. Alors là, ce qui est important, c'est de demander au patient de rentrer au maximum le menton pour avoir une mise en tension de cette zone postérieure, c'est-à-dire ce qui nous intéresse, c'est-à-dire le plexus cervical postérieur.
Et bon, alors vous allez voir ici, les mouvements ont été amplifiés pour la démonstration. Et évidemment que quand je vais palper chez mon patient, les mouvements seront un petit peu moindres. Désolé, mais il y a une petite annotation sur le tableau, sur l'écran. Je regardais de quoi il s'agissait. Donc là, je vais investiguer les différentes zones, les territoires, hein, donc suboccipital. Là, vous voyez que ça bouge moins bien par rapport à l'autre côté. Petit occipital. Grand occipital. Donc vous voyez que là, à droite, ça ne bouge pas bien non plus. Alors, je peux associer aussi d'autres tests qui vont être des tests sensoriels au niveau, et on voit que là, au niveau C2, ça ne bouge pas bien, et puis le reste a l'air d'être relativement mobile. Et puis les zones musculaires paracervicales et interscapulaires, et on voit à chaque fois, dans ce cas-ci, qu'à gauche, ça bouge bien, et à droite, on a moins de mobilité, on a une hypertonie. Donc, si je résume, ben, on voit que là, au niveau du territoire du grand nerf occipital, au niveau du territoire du petit nerf occipital et suboccipital, ça ne bouge pas bien. Donc, ces territoires sont perturbés. Donc, on a en fait plusieurs territoires et qui correspondent à plusieurs nerfs. Donc, le but du jeu, ça va être de voir est-ce qu'il y a un nerf, lorsqu'on va le stimuler, qui va libérer un maximum de ce territoire. Les autres tests que j'ai faits, ben, c'est un test palpatoire au niveau des vertèbres cervicales, et on a vu que là, au niveau de C2, il y avait une perte de mobilité. Et puis au niveau de la musculature paravertébrale cervicale et interscapulaire, on a vu qu'aussi le territoire était perturbé à droite. Donc on a globalement pas mal de tensions qui s'inscrivent au niveau de ce côté droit. Alors là, je vais faire une petite dissociation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vérifie, je vous remonte là les territoires, c'est pour la démo. Et si je relâche le plexus cervical, donc on va mettre la tête en extension, et on va voir si ça change quelque chose. Alors je ne saurais pas tester toutes les zones exactement de la même façon, mais si je suis dans la région cervicale ou interscapulaire, on voit que quand on relâche le plexus cervical, quand on relâche les tensions postérieures, ben, les hypertonies disparaissent aussi. Ça nous permet de confirmer que l'on est bien également sur une dysfonction qui va se situer, intéressante à les traiter, en tout cas dans cette zone-là. Puisque quand je relâche cette zone-ci, on voit que ça régularise, ça rend fonctionnelle une autre zone qui est plus éloignée. Alors à partir de là, ben, je vais aller tester, je vais aller faire des pré-stimulations. Donc j'ai une main qui est sur un territoire, qui est celle-ci. J'ai une main qui va venir contacter l'émergence du nerf, et je vais voir si en stimulant l'émergence du nerf, je modifie mon côté sensoriel, ma mobilité au niveau du territoire de ce nerf. Donc là, je viens sur le petit occipital, je relance bien son territoire, mais je vois que les autres territoires sont inchangés quand je fais ceci. Si je viens sur le grand nerf occipital, ben on voit que je relance le petit occipital, je relance le grand occipital, et je relance également la dynamique au niveau tissulaire dans les zones cervicales et interscapulaires. Là, je vais faire ma saturation, je vous remontrerai après. Et puis après avoir saturé, je fais une petite inhibition musculaire, sidération musculaire, qui va avoir pour but de libérer le reste des tensions. Et là, je revérifie si j'ai récupéré ma mobilité au niveau de toutes mes zones qui étaient libérées par ma pré-stimulation. Je vous remontre ici parce que ça va un petit peu vite, la saturation du nerf. Donc là, vous voyez que je suis au contact du nerf. Le but, une fois que j'ai appuyé suffisamment pour que la tension dans le territoire disparaisse, dans les territoires disparaissent, je n'augmente pas ma pression et ça va être juste un relâchement vif qui va permettre de venir, comme sur une corde de guitare, entraîner une vibration et qui va un peu forcer ce nocicepteur à réguler sa fonction. La sidération musculaire, là, ça demande une extension. Globalement, le but est de venir faire travailler ces muscles postérieurs. Et vous voyez que c'est une technique qui est
réflexe, mais douce à la fois. Donc, il n'y a pas de sollicitation importante des segments. À la fin, je refais mes tests et je vais voir si ça a amélioré. Là, c'est plutôt le ressenti du patient que je vais tester. Donc là, je lui demande, je me rappelle d'où elle sentait là où là, elle n'a plus de douleur. Là, il y avait aussi des tensions de ce côté-là. Ça va mieux. Lors de l'inclinaison, il y avait aussi des tensions à droite. Là, elle le sent moins. À gauche, là, il n'y avait pas grand-chose. Et je pense que pour le reste, quand on allait à gauche, il n'y avait pas de tension. Alors, même si l'image pourrait dire le contraire, on est toujours très doux au niveau de ces techniques. C'est là que ça faisait mal et là, a priori, il n'y a plus de tension non plus. Donc, au niveau de la symptomatologie douloureuse, quand j'ai fait mes tests spécifiques, ben, je vois qu'après le traitement, j'ai une amélioration et je vais ensuite revérifier les tests que j'ai faits au départ. Bon, là, je reviens au niveau de mon morphostatique. S'il y avait des différences, il n'y en avait pas chez elle, je vérifie. Au niveau de l'inclinaison de la tête, ben, on va voir ce qui se passe. Ben là, ça incline bien dans un même plan. De l'autre côté, vous voyez que, hop, il y a un petit accrochage, mais après, il n'y a plus cette rotation massive au niveau de la tête. À l'inclinaison, là, on a cette rotation à gauche qui était déjà présente. Et là, par contre, on va se rendre compte que quand elle incline à droite, ben, on a toujours ce manque de rotation à ce niveau-ci. La rotation de tête, ben, elle tourne la tête, je lui demande au niveau sternoclaviculaire homolatéral. Là, elle triche un petit peu, donc je la corrige, voilà. Et on arrive sternoclaviculaire controlatéral. Donc on a gagné un petit peu. Et de l'autre côté, les sternoclaviculaires homolatérales, et vous voyez que là, on arrive quasi à l'épaule opposée, ce qui est la normalité. Donc évidemment, ben, on n'a pas tout amélioré dans ce test, mais je n'ai stimulé, je n'ai fait une saturation que sur un nerf, mais on voit que des choses changent. Évidemment, dans une approche, dans un traitement, pas une démonstration, ben, on va avoir une méthodologie qui va se poursuivre pour continuer à rendre le système plus fonctionnel. Donc, je ne vais pas relever mon patient et refaire les tests après une seule stimulation. Je vais continuer mon investigation jusqu'à ce que j'ai normalisé la plupart des dysfonctions que j'aurais trouvées. Alors, conclusion, ben, qu'est-ce que je pourrais dire par rapport à ces techniques de stimulation manuelle neurale? Ben, pour moi, elles sont très cohérentes par rapport à la neurophysiologie et ce que l'on remarque aujourd'hui dans les travaux en neurosciences. Elles sont intéressantes aussi parce qu'elles vont permettre d'être utilisées souvent en premier lieu pour déparasiter le système. Et à partir du moment où le système est déparasité, soit il fonctionne déjà très bien et tout va bien, soit ben, il y aura d'autres techniques à appliquer derrière, des techniques fonctionnelles ou des techniques directes en fonction du type de dysfonction qui reste en dessous. Mais en tout cas, le fait de faire ces neurostimulations au préalable, ben, ça va rendre les manœuvres suivantes plus efficaces et surtout plus pérennes dans le temps. Elles vont potentialiser les autres techniques ostéopathiques, je pense. Et puis, on a un effet, vous voyez, qui est immédiat par rapport à des améliorations là, dans la démonstration, sur la symptomatologie ou sur les tests fonctionnels ou de mobilité. Et ces résultats, ils sont relativement pérennes dans le temps, pour autant que l'on ait pu travailler sur les bons points et avoir agi aux endroits les plus importants. Alors, évidemment, ces traitements sont basés sur des résultats de neurosciences et par rapport à cette technique, là où on voit une technique à 3 personnes, un petit peu caricaturale, mais on se dit aujourd'hui, avec les connaissances que l'on a, on se rend compte qu'il y a d'autres façons de travailler que ce qui a été fait par le passé. C'est important de se remettre en question par rapport à ça et se dire qu'il n'y a pas toujours besoin d'en mettre des couches et des couches pour que on ait un effet. L'idée, c'est toujours de se dire, plus je vais en mettre, mieux ce sera. Et en fait, aujourd'hui, on se rend compte, et très particulièrement chez le patient douloureux chronique, que pour avoir des bons résultats, il ne va pas falloir en mettre beaucoup
ou sinon on risque d'aggraver le patient, mais il suffira d'en mettre pas trop, mais au bon endroit. Et c'est ça qui apportera les meilleurs résultats chez ces patients. Voilà, je vous remercie euh, pour votre attention et évidemment, je vous invite à partager euh, vos réflexions, vos remarques, vos questions. Je te laisse reprendre la parole, Thomas. Oui, merci beaucoup, FX. Alors, il y a Félix qui avait une question concernant la stimulation. Est-ce qu'on doit retrouver un mouvement au niveau du tissu cutané ou bien est-ce qu'on s'intéresse spécifiquement, davantage à la décontraction du muscle lorsqu'on fait cette fameuse neurostimulation? Bon, alors de toute façon, à partir du moment où on a une hypertonie musculaire, on va avoir une répercussion, enfin, on va avoir une palpation musculaire qui est perturbée, mais les tissus cutanés, sous-cutanés, comme les systèmes sont reliés via le fascia, on aura une répercussion aussi sur le test cutané en tant que tel. En fait, on se rend compte que dans ces techniques que l'on utilise, on va pouvoir s'adresser à différentes couches. Bon, je n'en ai pas parlé ici, je ne sais pas si vous en avez parlé euh, la dernière fois, mais en fonction de la profondeur de palpation que l'on va avoir, on va s'adresser à différents tissus. D'accord. Je pense que ça répond à la question de Félix. En fait, effectivement, il y a différentes strates dans l'approche neurosensorielle et on va prendre en compte ces différentes strates en fonction des tests pour essayer d'être le plus pérenne et le plus pertinent possible dans notre stimulation. FX, est-ce que tu penses qu'en tant qu'ostéopathe, l'approche posturologique permet de prendre en charge les douleurs aiguës ou est-ce Alors, qu'on s'adresse plus spécifiquement aux douleurs chroniques? Alors au départ, en fait, quand j'ai fait la formation, moi j'avais déjà mes techniques aiguës pour le patient aigu, donc où j'avais de très bons résultats rapides et pérennes dans le temps. Donc j'ai pas trop intégré ces neurostimulations dans ma pratique. Et puis par la suite, en fait, ce que je me suis rendu compte, comme je l'ai dit dans la conclusion, c'est que venir faire un petit travail en amont sur les nerfs qui parasitent l'information, ça permet d'aller plus vite au niveau du traitement de l'aigu. Et notamment, bon, j'avais un médecin traitant qui venait au cabinet avec une cervicalgie très aiguë. J'ai juste été stimulé C1 postérieur. Elle s'est à peine rendue compte de ce que je faisais. Et je l'ai fait tout de suite se relever pour dire maintenant tourne la tête, tu vas voir ce qui change. Et évidemment que toute la douleur aiguë n'était pas partie, mais on avait déjà sur une simple stimulation récupéré de la mobilité, donc une douleur qui apparaissait moins vite. Donc ça, c'est le côté un petit peu euh, intéressant à communiquer avec le monde médical, c'est que j'ai fait pas grand-chose et même en faisant pas grand-chose, on obtient des choses. Et puis après, j'ai continué mes techniques aiguës classiques comme je les faisais, comme je l'ai fait au cabinet. Donc maintenant, pour répondre à la question, autant au départ, je ne les avais pas intégrés, autant aujourd'hui, que ce soit de l'aigu ou du chronique, j'utilise des saturations neurales quasi à chaque consultation. D'accord. On a Marion qui a deux questions en une, en fait. Ah non, qui a deux questions, pardon. Donc, quel est le but de la contraction musculaire après la stimulation neurale? Est-ce que c'est réintégrer l'information au niveau du cerveau? Alors, quand on stimule un nerf, on modifie l'hypertonie. Donc, le but, c'est de normaliser l'hypertonie musculaire par l'intermédiaire de la normalisation du nerf. Maintenant, quand il y a des tensions musculaires qui sont restées, qui sont là depuis longtemps, ça permet, je pense, deux choses. D'une part, libérer le reste de la tension musculaire, on fait une petite technique réflexe sur le muscle aussi, et probablement que ça donne aussi un message au système nerveux central pour normaliser, pour aider à normaliser le système. D'accord. En fait, je pense que ça dépend un peu si on agit sur les afférences ou les efférences, mais ça, c'est un peu plus compliqué d'aborder ce sujet-là aujourd'hui, je pense. Et est-ce que cette technique est efficace en cas de hernie discale qui irriterait le nerf?
Alors là, sur la hernie discale, justement, enfin sur la hernie discale, nous on va parler de dysfonction discale avant le phénomène lésionnel de hernie discale. La dysfonction discale, on a vraiment un protocole qui est très précis par rapport à ça. Donc, qu'est-ce qu'on entend par dysfonction discale? C'est simplement l'irritation des nerfs sur la portion extérieure du disque qui va entraîner des douleurs en barre caractéristiques et qui va entraîner une symptomatologie importante. Donc là, on agit bien là-dessus. Après, quand on rentre dans le lésionnel, on est on est dans un autre cas de patients, puisque nous, ce qu'on cherche, c'est à travailler sur les patients fonctionnels. Donc, la hernie discale en tant que telle, ça va dépendre, je pense, de si cette hernie discale est réellement, si c'est vraiment elle qui est responsable du phénomène, c'est-à-dire est-ce qu'on a bien visualisé à l'imagerie un contact mécanique de la hernie sur le nerf. Donc, si on a une imagerie qui est franche par rapport à ça, là, probablement qu'on n'aura pas, en tout cas, une action très importante, et enfin, en tout cas pas complète. C'est pas pour ça qu'on ne pourra pas améliorer des petites choses. Et puis là, on est dans le lésionnel, on sort un petit peu de notre cadre de travail. Par contre, de par mon expérience, c'est clair que les lombosciatalgies sont la plupart du temps dues à des phénomènes d'irritation du nerf, mais avec une cause qui n'est pas mécanique discale, mais qui est plutôt musculaire, réactionnelle ou inflammatoire autour de la racine qui sort de la colonne. En fait, souvent, on remarque dans l'imagerie n'est pas très contributive. Et le protocole dit souvent le bulbing discal ou la protrusion discale pourrait venir en contact avec la racine. Donc, en fait, c'est qu'on ne la voit pas, il n'y a pas de contact. Et dans ce cadre-là, probablement que la symptomatologie douloureuse, elle n'est pas due à la hernie discale en tant que telle. C'est peut-être la hernie discale qui entraîne une dysfonction globale au niveau de cette zone. Et donc, sur cet aspect-là, je pense qu'on peut avoir une efficacité assez importante. Et d'ailleurs, le patient qui présente une sciatalgie dont l'origine est essentiellement mécanique, c'est-à-dire du matériel discal qui vient réellement comprimer la racine, on va se retrouver sur un tableau clinique complètement différent par rapport à une lombosciatalgie, comme on la rencontre la plupart du temps. D'accord. Donc, tu penses que ce ne serait pas forcément une contre-indication, en tout cas, à ce type de traitement? De contre-indication, il y en a pas parce qu'en fait, contrairement à des techniques manipulatives qui sont plus mécaniques, nous, ce qu'on vient faire, c'est normaliser de l'information. C'est normaliser des nocicepteurs. Donc, on ne va jamais aggraver le patient. Mais la question à se poser, c'est quand même, est-ce que ce patient est pour moi ou pas, hein? Ça, il faut quand même faire son bilan et son anamnèse, son examen clinique comme d'habitude. D'accord. Une question qui revient souvent quand on fait des présentations, c'est est-ce que la technique de suturation suffit pour débloquer, entre guillemets, en langage trivial, un patient? Alors encore une fois, est-ce qu'on est dans un problème aigu ou chronique? Et est-ce que le blocage, comme on l'appelle, est un blocage purement mécanique, facétaire, comme on le décrit en ostéopathie, ou est-ce qu'il est entretenu en fait par une tension musculaire qui lui-même est entretenue par une irritation du nerf? Je ne sais pas si vous me suivez, mais on est un peu dans cette hiérarchie, c'est-à-dire que si le nerf est irrité, on a tout intérêt à aller le normaliser. Ça va relâcher la tension musculaire et probablement rendre de la mobilité au niveau de l'articulation. Après, c'est les tests qui vont dire est-ce que c'est suffisant. C'est-à-dire que si je récupère toute ma mobilité une fois que j'ai fait une saturation, une sidération, oui, mon problème est que le patient n'a plus mal, le problème il est résolu. Alors, je ne dis pas que c'est comme ça que ça se passe la plupart du temps, mais en tout cas, en agissant comme ça, on normalise une partie, et si on doit agir avec une technique parce qu'on n'a pas libéré complètement la mobilité, avec une technique autre, ostéopathique, classique, comme on la connaît, cette technique, non seulement elle sera beaucoup mieux vécue par le patient, c'est-à-dire qu'il y aura beaucoup moins d'agressivité à la technique,
Et puis surtout, elle va être plus efficace parce qu'on a travaillé en amont, quoi. Est-ce que j'ai D'accord. répondu à ta question Tu ou- dirais que dans quelle proportion est-ce que tu pratiques ce type de technique dans ta façon de travailler au quotidien? Tous les patients. Je pense qu'aujourd'hui, il y a quelques années, je distinguais encore très fort le patient aigu et le patient chronique, donc fonctionnel, postural. Aujourd'hui, j'utilise la technique chez l'un comme chez l'autre. Mais je pense que par rapport au cas aigu, la technique de saturation neurale, comme je viens de vous l'expliquer, n'est la plupart du temps pas suffisante pour normaliser le patient. Donc, il faut faire d'autres techniques spécifiques de l'aigu, des techniques ostéopathiques que l'on connaît tous en plus. Mais c'est intéressant de le faire avant. Par contre, chez le patient fonctionnel, douloureux chronique, postural, peu importe comment on l'appelle, ben là, le côté saturation neurale, enfin, stimulation neurale, mais aussi avec toute la méthodologie que l'on apprend en posturothérapie, ben souvent, elle permet de mieux s'y retrouver que l'approche globale classique qu'on a en ostéopathie. C'est un peu ce que j'ai dit au début, c'est que il n'y a pas d'opposition entre l'ostéopathie et la posturologie. Et je vais dire, à la rigueur, je trouve que il y a beaucoup de similitudes, mais ce qui va faire la différence, c'est le type de patient que l'on a. Et je ne prends pas tout à fait la même casquette lorsque je traite un patient aigu ou un patient chronique. La grille de lecture du patient, les tests que je vais réaliser chez le patient, même si les deux ont pour but d'envisager le patient dans son ensemble, mais ne va pas se faire avec les mêmes tests. D'accord. Et une question aussi qui revient souvent quand on fait ce type d'intervention auprès des ostéos, est-ce que, enfin, la technique a l'air de ressembler à un recoil. Quelles sont les différences avec un recoil? Est-ce que c'en est un ou pas? Alors moi, le recall, comme je le connais, c'est une technique réflexe sur un viscère. C'est de ça qu'on parle. Je ne sais pas qui pose la question. C'est une question qui revient souvent. La personne l'a posée, mais c'est revenu notamment lors de ta dernière intervention OK. de ce type-là. Alors, quand on fait un recoil sur un viscère, alors on s'adresse à des viscères qui sont des viscères creux, donc il y a une musculature lisse qui est présente dedans, donc on ne s'adresse pas spécialement au foie ou à la rate, par exemple, on va s'intéresser à l'estomac, à l'œsophage, enfin, l'œsophage c'est un petit peu difficile pour recall, mais sur le duodénum ou sur un côlon, peu importe. Là, le but, c'est de venir mettre en tension le tissu viscéral musculaire et par cette technique réflexe, d'entraîner un relâchement des fibres musculaires, du spasme qui existe à ce niveau-là. Mais donc la différence, c'est peut-être on va faire une saturation qui est plutôt une saturation directement sur l'organe pour s'adresser aux muscles. Alors évidemment, on s'adresse aux muscles, on s'adresse sûrement aussi au plexus de Meissner qui est responsable de la régulation du viscère. Voilà un peu la différence. Tandis que ce que l'on fait ici en saturation neurale, on vient chercher une émergence nerveuse d'un nerf somatique. Mais ça reste, toutes les deux correspondent à une technique réflexe. D'accord. Et dernière question qui revient aussi assez souvent, est-ce que on observe de grosses réactions chez les patients après ce type de traitement, de type décompensation et autres réactions un peu mal vécues par le patient ou pas? Alors normalement, si on respecte la méthodologie, le but c'est d'agir là où c'est le plus efficient. Euh, quand on a des conséquences lors d'une séance, c'est soit parce qu'on s'adresse à un patient aigu et on sait qu'en venant faire une technique chez un patient aigu, on risque d'avoir un petit effet rebond dans les 24 à 48 heures qui viennent, et puis ça doit cesser après 48 heures. Dans cette technique-ci, ce sont des techniques qui sont relativement douces et euh, où il y a une hiérarchie qui est assez bien établie. Donc, on n'a pas de réaction secondaire. Alors, pourquoi est-ce que j'hésite un petit peu en le disant? Parce que je me souviens notamment d'une patiente qui m'a sonné 24 heures après en me disant ça ne va pas.
Et alors souvent, ce que je leur dis dans ces cas-là, c'est oui, mais 24 heures, on peut avoir un petit effet rebond, vous ne tracassez pas, mais expliquez-moi quand même ce qui se passe. Et elle avait des vertiges et un syndrome un peu vagal, donc je l'ai fait revenir au cabinet. Et de fait, là, il y avait un truc que je n'avais pas libéré. Et donc, ça avait pris un petit peu le dessus sur sa symptomatologie. Et je vais dire, après avoir identifié ce nerf-là, ça a été résolu en 5 minutes, ces vertiges ont disparu. Et, et tout s'est bien passé. Mais c'est rare, c'est vraiment très très rare ce genre de choses parce que la stimulation n'est pas agressive. Alors probablement que ce qui s'est passé quand j'ai soigné cette patiente-là, c'est qu'il y a un truc que je n'ai pas revérifié à la fin de la séance et qui était réapparu. Parce que c'est vrai que quand on vient travailler sur un nerf, ben, on libère des compensations et d'autres compensations peuvent apparaître. Et si c'est des compensations qui sont importantes et qu'on passe à côté, alors on peut avoir de l'inconfort, un peu de douleur, et là, exceptionnellement, ce petit phénomène. Mais c'est vraiment une histoire de chasse, quoi. La plupart du temps, les patients, au pire, ne sont pas améliorés après quelques jours, mais de l'aggravation, il n'y en a quasi jamais. D'accord. Mais je te remercie, François-Xavier.